Alors l'histoire de la marine française est assez particulière puisqu'elle est passée par de très belles périodes, notamment Louis XIV ou Louis XVI ou Napoléon III, et des phases où elle a été complètement délaissée et pourrissante dans ses ports où les navires étaient vieux, obsolètes. C'est ce qui s'est passé entre 1870 et 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, la marine française était totalement ravagée, aucune construction nouvelle n'avait été faite, les navires étaient pourrissants, vieillissants, et il était urgent de la recréer, de redonner une nouvelle jeunesse à la Royale, ce qui était fait entre deux guerres, notamment sous l'influence du ministre Georges Legge et de l'amiral de la flotte Darlan. Il faut dire que la flotte française est nécessaire au maintien des liaisons avec l'Empire colonial, qui est immense à l'époque, et elle doit aussi assurer la sécurité des côtes françaises, des côtes de métropole. Ce qui signifie qu'elle doit pouvoir tenir tête à un ennemi potentiel qui est la Regia Marina italienne. Il faut savoir que la marine italienne est la cinquième mondiale. La marine française, la royale, parce que le ministère est royal, est la quatrième. Pour ce faire, elle dispose d'un personnel qualifié et au moral qui est plutôt bon, mais également d'unités puissantes comme les nouveaux cuirassés Jean Bart et Richelieu, qui portent tout de même deux tourelles doubles de 380 mm, ce qui n'est pas rien. De plus, la coordination avec l'armée de terre a été pensée et une stratégie globale interarmes existe. C'était un cas qui était sans précédent en France. Enfin, l'allié britannique dispose de la Royal Navy, deux mots qui sont au sol éloquents et qui se passent de commentaires quand on connaît un peu l'histoire de la marine britannique. Néanmoins, il faut savoir tout de même que les bâtiments légers, les sous-marins, ont été quelque peu négligés en France. Quant au porte-avions, c'est la même chose. En France, il n'y a que le Béarn, qui n'est même pas un vrai porte-avions à la base, mais un navire qui a été transformé. C'est plus une relique qu'autre chose. Mais il faut savoir que ni l'Allemagne ni l'Italie n'a de porte-avions. En Allemagne, il y a eu des projets pour en faire, mais ils n'ont jamais abouti. En Italie, c'était pareil, il n'y a pas assez d'argent, pas assez de moyens. Et on s'est contenté d'une marine, entre guillemets, conventionnelle. Et de plus, durant la drôle de guerre, comme durant toute son histoire, la Royale souffre d'un défaut qui est important, c'est-à-dire qu'elle reste partagée entre la Méditerranée, la Manche et l'Atlantique. Une partie donc en Méditerranée, l'autre sur ce qu'on appelait avant l'océan. Ce qui est toujours gênant pour la concentration des forces, puisqu'il faut passer par Gibraltar. Alors évidemment, durant entre-deux guerres, Gibraltar n'est plus une menace, puisque les Anglais et les Britanniques sont les alliés de la France, mais tout de même, c'est un goulet d'étranglement qui est toujours gênant. La période que nous étudions voit la Royale assez peu faire de choses, c'est-à-dire qu'elle transporte avec efficacité excusez-moi, les forces d'Afrique du Nord, puisque l'Italie est encore neutre en métropole, mais également les troupes britanniques à destination de la France, le BEF, British Expeditionary Force. Elle utilise également ce répit pour perfectionner ses structures, comme son quartier général qui est installé à l'ouest de la capitale. Un raid submersible est même tenté dans le Skagerrak, c'est entre Norvège et le Danemark, mais les résultats sont nuls. Certains sont néanmoins partisans d'une politique plus active, et la marine a effectivement œuvré en Scandinavie. Ce que nous verrons ultérieurement, c'est la fameuse campagne de Norvège avec Narvik au bout. Et voilà pour la revue des trois armes. Nous allons continuer à parler de la drôle de guerre, mais d'une autre manière, évoquer d'autres aspects de celle-ci. Voilà, je vous remercie.